Salut tout le monde, c'est Elric Legloire du podcast The CS Game et merci pour écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on reçoit Henri Delorgeril, cofondateur de Aviz.io. Tu vas bien, Henri? Très bien. Merci d'être avec nous sur le podcast. Je vais faire une petite présentation d'Henri rapidement. Donc, ça fait 9 mois qu'il a lancé Aviz.io. Euh, et avant ça, il était commercial chez Hoist pendant presque 2 ans. Avant ça, il était chez Mon Docteur pendant 3 ans où il était directeur commercial, directeur de stratégie et de la stratégie et directeur marketing. Et avant ça, il était chez Groupon pendant 3 ans où il était responsable de vie junior et directeur régional pour la partie centre-est et de la Suisse. Et j'avais une petite question pour commencer. Donc, dans les 5 dernières années, quels sont les nouveaux comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta façon de recruter des commerciaux? Tu rentres direct dans le vif du sujet. Alors déjà, merci de m'accueillir. Ce qui a changé dans les 5 dernières années, c'est peut-être dans le recrutement des commerciaux. Ce qui a changé, c'est que le métier des commerciaux a pas mal changé. En tout cas, moi, j'ai évolué dans l'univers tech, donc avec des ventes tech, et c'est avec l'univers en particulier l'émergence des formats de vente SaaS, a fait beaucoup évoluer le modèle de vente. Et à ce titre-là, les savoir-faire des commerciaux ont changé. Et évidemment, quand tu veux avoir une équipe performance, tu as besoin d'une équipe dont les savoir-faire sont à jour, sont au top de ce qui peut se faire sur le marché, parce que si c'est pas toi qui les as, c'est tes concurrents qui les auront. Donc effectivement, il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de m'appliquer, que le recrutement est de plus en plus technique, parce que aujourd'hui, recruter le mec qui est le mieux coiffé, le meilleur costard et qui a la plus grande gueule pour être commercial chez toi, aujourd'hui, c'est plus vraiment une bonne idée parce qu'en face de toi, tu as des commerciaux qui ont un profil de plus en plus complet, avec un profil souvent qui commence à se teindre de plus en plus de marketing. Et donc, tu as des profils de business développeurs vraiment intéressants qui maîtrisent évidemment les fondamentaux de la vente, mais aussi les fondamentaux du marketing. Et donc ça, si tu n'es pas capable de suivre pour te trouver les bons skills, globalement, tu as une équipe qui n'est pas au niveau. Ok. Et quand tu disais le format de vente dans le SaaS, pour toi, c'est quoi le format? La particularité, c'est que la plupart du temps, ce qui est en train le mouvement de fond qui touche les sales, c'est que structurellement, historiquement, le business et enfin le sales et le marketing étaient plutôt séparés. Et tu as dans Mhm. le marketing, tu avais en gros deux pôles, et c'est souvent le cas dans beaucoup d'entreprises. Tu as le pôle brand, donc marque, RP, etc. Et le pôle acquisition, donc qui va être acquisition online, publicité, etc. De plus en plus, le marketing est divisé en deux, entre un pôle brand qui reste, pardon, un pôle brand qui reste très important, mais surtout un pôle acquisition qui lui va être de plus en plus relié aux sales. Et on va voir apparaître des business units qu'on appelle les business units revenus, dans lequel tu as les trois grandes briques du revenu, depuis le marketing acquisition, le sales pour closer et le account management pour suivre, assurer l'upsell et le cross-sell. Et donc, les commerciaux qui ont la capacité de suivre ce mouvement et donc d'avoir un peu les deux casquettes, c'est-à-dire à la fois une bonne sensibilité marketing, content marketing, acquisition, gros hacking, plus une capacité à suivre des dossiers et à les closer, ça fait des profils qui sont très très sérieux et très solides. Ok. Et du coup, justement, là, comme tu étais en train de nous parler pour trouver des bons commerciaux, est-ce que tu pourrais nous décrire c'est quoi un bon process de recrutement pour trouver les meilleurs commerciaux? Ouais. Alors, il y a une première division qui est malheureusement très injuste, c'est est-ce que tu as beaucoup de CV ou est-ce que tu n'en as pas beaucoup? Ça, c'est relié évidemment de très près à la notion de marque employeur. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans la boîte la plus sexy de la place qui fait que dès que tu ouvres une annonce, tu as 300 CV, ou est-ce qu'au contraire, tu débutes, tu as moins de réputation et donc tu vas devoir un peu plus chasser. Partons du principe que tu as des candidats. Euh, Il y a un enjeu très fort, c'est que on ne peut pas faire reposer l'intégralité de la décision sur une seule personne. Ce qu'il faut savoir, et je pense que la plupart des gens qui écouteront cette conversation seront d'accord, c'est que le recrutement, c'est d'abord de l'humain, et que l'humain, c'est une relation, c'est personnel, c'est subjectif. Et donc, si tu as un seul avis sur la personne, ta probabilité de te planter est assez forte. Pourquoi est-ce que tu vas te planter?
tu vas te planter parce qu'il y a un élément qui est central dans le recrutement, c'est la collusion qui peut exister entre l'évaluation des soft skills de la personne, c'est-à-dire qui est cette personne, quels sont ses moteurs, quels sont ses drivers de motivation, à quoi il va être sensible, comment il va s'entendre avec les gens, quel va être son style de management efficace. Donc ça, c'est tout l'univers du soft skills. Et l'évaluation des hard skills de cette personne. Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il maîtrise? Quels sont ses savoir-faire durs? Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'un rejaillit énormément sur l'autre. Quand tu vois un gars qui est ultra technique, très très fort, qui te bluffe par sa technique, ben, d'emblée, tu vas le trouver plus sympathique. Et à l'inverse, quand tu as en face de toi quelqu'un que tu trouves top, génial, avec un super drive, avec une super motivation, ou alors qui t'a été recommandé par ton cousin, ou qui fait du crossfit dans le même club que toi, etc., ben en fait, tu vas surévaluer ses soft skills et ça va rejaillir sur ses hard skills, sur le ressenti que tu as de son savoir-faire, et tu vas plutôt avoir tendance à chercher des raisons de confirmer ton envie de travailler avec lui, plutôt que de chercher des raisons de t'assurer que ces hard skills sont cohérents avec ce que tu as envie de lui faire faire. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, on est intervenu sur un recrutement, Avisio est intervenu sur un recrutement pour un business développeur. Euh, on s'est aperçu très vite qu'on avait une marque extrêmement jeune qui créait son produit, qui créait son marché, et ils avaient sélectionné deux commerciaux qui nous demandaient de départager, et ces deux commerciaux avaient étaient tous les deux issus de parcours dans lesquels ils ne prospectaient pas. Donc ils closaient, c'était des bons closers, ils avaient effectivement une super présentation, très rigoureux, capable de répondre à des appels d'offres pointus, etc. En revanche, ils ne maîtrisaient pas les fondamentaux de la prospection. Or, quand tu as une boîte qui se lance, bah, évidemment, tu commences par de la prospection parce que tu vas pas avoir un portefeuille client existant. Et donc, il y avait un super fit entre les deux candidats et le fondateur. Il avait vraiment très envie de recruter un des deux. Malheureusement, on lui a dit pour les deux candidats, tu es en train de faire une bêtise parce que tu n'as pas vérifié que leur savoir-faire correspondait avec tes besoins métiers, les besoins de ton entreprise en l'état où elle est. Donc c'est très important quand tu dessines une chaîne de recrutement d'être le plus objectif possible et donc de séparer le plus possible les responsabilités. Si tu as un RH, si tu as un manager et si tu as un CEO, déjà ces trois niveaux, il faut que les trois aient une responsabilité très claire dans l'étude du profil. Le RH va par exemple évaluer euh, la motivation du candidat, le fit avec le package, avec les écoles, avec la carrière précédente. Peut-être que le manager, si ça lui va évaluer le soft skills, s'il a envie de travailler avec lui, quel type de management va lui convenir. Et le fondateur va prendre les références, parler de la culture de l'entreprise, etc. Mais c'est important que chacun sache ce qu'il a à faire. Et dans une certaine mesure, c'est pour ça qu'on a créé Avisio, tu as aussi la possibilité d'aller chercher de l'expertise ailleurs et de demander à des experts d'intervenir dans ce processus-là pour t'aider à évaluer les hard skills les plus à jour possibles, les plus techniques possibles et les plus objectifs possibles. Ok. Et justement, tu fais comment pour évaluer les soft skills de mon candidat? Alors, les soft skills d'un bon candidat, ça dépend beaucoup de deux choses. D'une part, la culture de l'entreprise qui recrute ce candidat, euh, et d'autre part, le métier en tant que tel. Il y a des éléments de soft skills dont on sait qu'ils sont relativement importants dans un métier de commercial au sens professionnel. Euh, c'est souvent de la pugnacité, c'est souvent de la résistance aux mauvaises nouvelles. C'est souvent une capacité à être très rigoureux dans ses relances, dans ses répétitions, etc. C'est souvent une capacité de persuasion forte, euh, une empathie qui permette de faire parler son client. Et dernier élément important, ça fera le sixième, une bienveillance qui fait qu'on peut créer un relationnel. Et la deuxième partie, c'est concernant la culture de l'entreprise. Là, pour le coup, c'est moins générique, c'est plus spécifique. Et quand tu as une entreprise dans laquelle, par exemple, tu as un management un peu particulier, une entreprise libérée ou autre, tu dois évidemment adapter les soft skills à cette culture d'entreprise. Donc, tu as des boîtes qui sont
avec un goût du challenge ultra prononcé, des boîtes comme Tiller, etc., dans lequel il y a vraiment un jeu de challenge très fort, eh ben, il faut s'assurer que les soft skills de la personne que tu as en face de toi sont cohérents avec cette culture-là. Valentin Quito, quand il recrute des vrais chasseurs, quoi. À l'inverse, tu as des boîtes qui sont dans une posture plus conseil, un peu moins, j'allais dire agressive, c'était pas le bon mot, mais un peu moins incisive. Une boîte comme Alan, par exemple, va avoir des profils plus conseils et moins offensifs. Ok, et justement, là, tu es en train de me dire, chez Tiller, en fait, ils cherchent des personnes qui cherchent du challenge. Tu fais comment, en fait, justement, dans l'entretien pour faire ressortir ça chez le candidat? Alors, l'inconvénient de ce genre de soft skills, c'est que, évidemment, si tu vas les chercher en déclaratif, tout le monde va te répondre exactement ce que tu as envie d'entendre. Mhm. C'est pas très compliqué. Ouais. Tu tapes question d'entretien commercial sur Google, tu vas trouver toutes les questions. Tu vois, le classique vendez-moi ce stylo, ça n'intéresse plus personne, ça ne fait plus peur à personne, ça énerve tout le monde et ça sert à rien. À l'inverse, il vaut mieux mettre le candidat dans une situation où il va montrer comment il fait ou expliquer comment il a fait. Le goût du challenge, par exemple, euh, tu peux demander à un candidat la dernière fois qu'on lui a dit non. Et là, tu vas creuser cette histoire-là, tu vas lui demander, ben, ok, tel client t'a dit non, comment t'as fait, comment t'as réagi, euh, quel contournement t'as essayé de mettre en place, comment t'as essayé de faire en sorte que ce non ne se reproduise pas sur d'autres clients, comment t'as remonté l'information vis-à-vis de ton équipe produit. Et là, tu vois si effectivement il a le goût de passer la barrière qui lui est confrontée. Ok. Et juste pour revenir un peu dans le process justement du recrutement, tu disais tout à l'heure qu'il y a des boîtes qui reçoivent 300 CV et il y en a qui reçoivent très peu. Tu fais comment en fait pour... c'est quoi les éléments sur lesquels tu te focuses dans le CV pour trouver un bon profil? Ça, c'est une vraie bonne question et je ne sais pas si je vais savoir te répondre parce que moi-même, je suis en train de te parler de recrutement. Pour autant, si tu regardes mes stats de recrutement dans ma carrière, théoriquement, je devrais pas être légitime. J'ai recruté pas loin de 400 personnes et il y en a pas loin de 200 que je peux considérer assez raisonnablement pas avoir été des très grands recrutements. Mais malheureusement, je ne crois pas que je sois le pire. Je suis probablement pas le meilleur, mais pas le pire. Un bon CV de commercial, souvent on va se rassurer avec des expériences dans des maisons qui forment des bons commerciaux, mais c'est aussi très relatif à l'entreprise et à son état de maturité. Assez régulièrement, il y a une tentation dans un premier temps, quand l'entreprise est jeune et que donc sa proposition de valeur va évoluer très souvent, son pitch va évoluer très Mhm. souvent, etc., de prendre des gens dont les savoir-faire métiers commerciaux sont moins structurés, en revanche, qui ont des très forts soft skills d'adaptation, de compréhension, d'intelligence, qui vont leur permettre de changer de discours tous les 15 jours. À l'inverse, quand tu veux accélérer, être efficace, tu vas aller chercher des profils un peu différents, un peu plus des profils d'exécutants et moins des profils de créatifs. Et donc, si je tombe dans le cliché, en gros, pour tes premiers commerciaux, tu vas prendre des bacs+5 issus d'écoles de commerce. Pour tes commerciaux suivants, quand il s'agit de créer une cohorte de mecs efficaces et challengés, tu vas peut-être aller prendre un peu plus des BTS ventes, etc., des gars qui sont plus solides sur le métier, qui ont peut-être un peu moins de bagages pour faire évoluer avec le directeur commercial ou avec le fondateur la proposition de valeur en tant que telle. Mais à partir du moment où tu as posé ton système de vente et qui fonctionne, eh ben, tu le dupliques et là, tu as besoin de profils différents. Ok, donc tu Donc c'est commences ça, avec c'est des... ça que tu vas chercher dans un CV. Ah ok, ok. Donc du coup, une boîte qui commence à monter son équipe, ils vont d'abord chercher des bacs+5. En tout cas, c'est souvent ma Ouais. recommandation. Quand Ok. tu vas demander à quelqu'un d'itérer avec toi, souvent le premier business developer, il va vraiment itérer avec toi, c'est lui qui va avoir les premiers retours terrain, etc. Et donc, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a une capacité de réaction très forte. Ça passe pas du tout forcément par un bac+5. Hein. C'est pour ça que je dis Oui. que c'est un gros cliché, mais il va falloir aller chercher quelqu'un qui a des capacités de résistance au changement, d'adaptation au changement et de conduite du changement très fortes, en même temps qu'une créativité qui va lui permettre de participer à la création du framework de vente. Mhm. À l'inverse, quand tu as trouvé ton funnel et que tu as tes stats et que maintenant tu veux plus que dupliquer et scaler, et à ce moment-là, il faut des profils plus exécutants. Ok. Et justement, comment tu fais pour trouver des personnes qui sont résistantes au changement, enfin qui s'adaptent plutôt au changement? Pardon. Si tu trouves des personnes qui sont résistantes Non, au non, pardon. changement, va ailleurs. Les personnes qui s'adaptent au changement sont soit des gens qui ont eu des formations
qui leur permettent de s'adapter au changement. C'est des formations dans lesquelles on sait qu'il y a beaucoup d'études de cas, beaucoup d'analyses, etc. Soit tu as des gens qui ont évolué dans des univers qui changent énormément. Euh, je, Encore une fois, il vaut mieux aller vérifier et faire parler le candidat que juger sur CV. Mhm. Euh, mais quelqu'un qui a vendu le même produit pendant 4 ans dans la même entreprise, c'est très bien pour sa capacité de résilience, sa capacité d'accroche, etc. C'est un peu moins bon indice quand tu te poses la question de sa capacité de conduite du changement, parce que quelqu'un qui accepte de ne pas changer pendant 4 ans, c'est pas un bon indice. Donc tu vois, selon l'état d'avancement de ta boîte, tu as Mhm. des éléments sur un CV qui vont être des bons ou des mauvais indices. C'est assez paradoxal. Encore une fois, l'étude sur CV d'un profil de commercial, c'est un sport risqué. Quand j'étais chez mon docteur, on a, avec notre Head of Talent, Dorothée Barthez, qui est une des meilleures de sa génération sur le sujet, on avait mis en place un funnel d'études des candidatures dans lequel on essayait de s'éloigner le plus vite possible du, euh, du, du CV. On recevait pas loin de 300 ou 400 CV par mois, donc il fallait qu'on aille pardon, 300 ou 400 profils. Et donc à ce moment-là, par exemple, on a beaucoup utilisé un outil comme Visio Talent, Mhm. qui permettait de compléter la perception qu'on avait des profils qu'on avait en face de nous, et donc de pas rester trop longtemps sur le CV, en particulier sur les juniors, parce qu'un CV de junior, on va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose dedans. Mhm. Et en revanche, de donner leur chance aux candidats de s'exprimer face à une caméra sur des questions où ils étaient tous jugés sur les mêmes questions. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que ça nous permettait d'aller plus loin que le CV et donc de chercher parmi les candidats qu'on avait ceux qui nous semblaient le plus en mesure de répondre à nos besoins. Et justement, du coup, enfin, tu as un peu répondu à commencer à répondre à ma question. C'est comment tu fais pour justement par la vidéo là ou dans les entretiens pour voir si la personne elle peut changer, elle peut s'adapter au changement. Ah En non, plus ça de... c'est tu peux pas Ok, le principe de l'entretien vidéo différé, c'est de faire des choses courtes et percutantes. ok, Tu peux pas aller à ce niveau de détail. Je suis incapable en bout de 5 minutes d'entretien, enfin de voir une vidéo d'entretien, je suis incapable de dire si le gars est appétent au changement ou au contraire s'il aime pas ça, le gars ou la nana. Mais en revanche, sur 10 entretiens vidéo, quand je vois 10 CV, je sais pas toujours te dire si j'ai envie de les voir en vrai. Quand je vois 10 entretiens vidéo différés, au bout de 5 minutes chacun, je sais exactement te dire qui j'ai envie de voir et qui j'ai pas envie de voir. ok. Et c'est quoi le plus important pour toi, justement, pour savoir ce que tu veux voir? Première chose, c'est qu'ils répondent. Ok. L'inconvénient qui est en même temps un avantage des entretiens vidéo différés quand tu les intègres dans ton funnel de recrutement, c'est qu'il y a de la casse. Mhm. C'est-à-dire, tu as des gens qui ont postulé, tu leur dis ben, salut Jean-Philippe, merci d'avoir postulé. Pour compléter tes candidatures, est-ce que tu peux répondre à ces quelques questions vidéo? Tu vas en avoir peut-être 30 ou 40% qui vont pas répondre. C'est tout ça d'éliminer. Les mecs qui ont Ok. pas la motivation pour mettre une chemise propre, se mettre devant leur ordinateur et répondre à 4 questions, j'ai aucune envie de les voir. Donc ça déjà, c'est une mauvaise nouvelle d'un premier abord parce que tu te dis merde, j'ai perdu 40% de mes candidatures. En fait, c'est une très bonne nouvelle parce que tu as perdu les 40% les moins motivés. Donc déjà, ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, ça va évidemment être dans le ressenti extérieur. Donc ça, pour le coup, c'est très soft skills, son charisme, son aisance et l'envie qu'il te donne de rencontrer son profil. Et le troisième élément, ça va dépendre des questions que tu as posées. Mais généralement, tu vas orienter tes questions de façon à mettre en avant une capacité ou une appétence à, par exemple, la prospection, à, par exemple, la vente terrain, à, par exemple, la télévente. Donc, selon ce que tu es en train de recruter, évidemment, c'est tes questions qui vont s'orienter. Ok. Et je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, du coup, dans ta carrière de recruteur, tu as recruté 400 personnes, enfin un peu plus de 400 personnes, et tu en as 200 qui n'étaient pas des bons recrutements. Ou bien, au bout de combien de temps tu te rendais compte que c'était pas des bons recrutements? En fait, on avait mis en place une évaluation justement pour améliorer, pour essayer de suivre la qualité de notre recrutement. Encore une fois, le recrutement, c'est comme la vente, hein. C'est un funnel et il faut essayer d'amener le maximum de ventes, le maximum de leads vers le positif. On avait le immediate fail, le quick fail et le long term fail. Ok. Donc, immediate fail, c'était les gens qui restaient pas 3 semaines. Donc des gens soit de notre fête, soit de leur fête, qui au bout d'une semaine d'onboarding disaient non mais en fait les gars, on s'est pas compris, c'est pas pour moi. Je suis pas au bon endroit, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ça c'était immediate fail. Quick fail, c'était fin de période d'essai.
Et Ok. long term fail, c'était une étude de 12 à 18 mois. C'était les gens qui étaient toujours là, mais qui n'étaient pas parmi les plus performants. Donc c'était des gens qui n'étaient pas suffisamment mauvais pour qu'on s'en sépare et pas suffisamment bons pour qu'on juge objectivement que c'était des bons recrutements et des très grosses valeurs ajoutées pour la boîte. Et donc si tu cumulais immediate fail, quick fail et long term fail, ben, ça faisait quasiment 50% des gens. Ok. Et justement, après avoir vu tout ça, comment tu faisais pour... Je te, je te donne ce modèle-là te semble peut-être un peu extrême et je vais Mhm. t'expliquer. Ouais, dis-moi. Chez mon docteur, on avait qui est une de des plus belles expériences. On avait un format un peu particulier, c'est qu'on envoyait des commerciaux sur le terrain, rencontrer des médecins, et c'était presque du porte-à-porte. Il fallait vraiment arracher les rendez-vous. On était au tout début de notre légitimité, on crée un métier, on crée un produit. Les médecins au début nous voyaient d'un très mauvais œil parce qu'ils avaient peur d'Internet. Enfin, c'était vraiment, il y avait un challenge énorme. Et on recrutait des bac plus 5 pour aller faire de la vente en porte-à-porte à Dijon. J'ai rien contre Dijon, mais c'était un sacré choc. Donc on avait des mecs qui arrivaient d'école de commerce et on les envoyait faire de la vente terrain. Donc évidemment qu'il y avait de la casse, d'autant plus qu'on était dans une logique d'allumage très fort, avec une concurrence très forte, avec une boîte fabuleuse qui est Doctolib. Donc on avait en face des mecs solides, donc il fallait vraiment aller très vite. Et donc le pari qu'on avait pris, c'était de dire il faut vite mettre des gens sur le terrain, il faut vite occuper le terrain, il faut vite aller se bagarrer. Et donc volontairement, on ouvrait pas mal les vannes et on prenait des risques. Euh, je te prends un exemple. Au début, on avait des annonces qui s'appelaient commercial terrain. Au bout de 2 mois, on a mis des annonces où il y a marqué business developer en startup. C'était les mêmes annonces, hein, les mêmes job descriptions, les mêmes salaires, tout était pareil. On avait 6,2 fois plus de candidatures sur business developer parce que c'était plus sexy, plus chic de mettre business developer en startup que commercial terrain. Pourtant, c'était le même métier, donc il y avait un peu de casse. Tu avais des gars qui se découvraient une passion pour la vente, et tu avais des gars qui réalisaient, attends, il faut aller taper 20 portes dans la journée, c'est pas pour ça que j'ai fait un bac plus 5, merci, au revoir. Ce modèle-là, je le conseillerais pas à tout le monde parce que objectivement, c'est éreintant pour plein de gens, c'est éreintant pour les recruteurs, c'est éreintant pour les candidats qu'on refuse, c'est éreintant pour les candidats qui restent pas. C'est pas très sain, c'est pas sustainable à long terme. Et au bout de quelques mois, on a mis en place des process plus carrés, des garde-fous, plus de formation, parce que pour une équipe au sens large, c'est mauvais d'avoir de la casse. Le turnover commercial, il est normal. Dans toutes les équipes, il y a entre 30 et 50% de turnover. Ça arrive. Les commerciaux ont souvent des cycles de vie dans les entreprises qui sont plus courts que les autres métiers. Et si tu as des commerciaux qui durent 3 ans dans une entreprise, c'est pas très grave. C'est même logique. Tu tournes tous les 3 ans. Quand tu as un peu moins d'énergie à vendre le même produit, tu vas le vendre ailleurs. Donc, quand tu te dis que le cycle de vie des commerciaux, euh, c'est 3 ans, ça veut déjà dire que chaque année, tu as 33% de turnover. Donc, passer de 33% à 50%, c'est pas génial, mais c'est pas non plus dramatique. Ok. Et justement, tu faisais comment pour réduire cette casse? Alors, être plus exigeant en formation, en recrutement, pardon, être plus transparent dans ses job descriptions, dans ses fiches de poste, et être plus complet et plus investir sur deux choses, la formation et le management. Habituellement, on dit que la taille idéale pour une équipe, c'est 10-10. C'est comme la Légion romaine, c'est decurion, centurion. Depuis la nuit des temps, une personne, un manager pour 10 personnes. Sur un format de vente terrain, et en particulier de vente éclatée, c'est-à-dire qu'on avait des Paris, les villes, les petites villes, en fait, alors qu'on pensait qu'il fallait un manager pour 10 personnes, assez rapidement, on a surinvesti pour avoir un manager pour 7 personnes, puis un manager pour 5 personnes, parce que précisément pour encadrer, pour former, pour maintenir le moral et la motivation, pour aider les gens à se projeter et aider les gens à tenir quand c'est plus dur, eh ben, il faut beaucoup d'encadrement. Donc ça, on a surinvesti sur l'encadrement. On a aussi, au fur et à mesure, alourdi la formation. On est passé de 2 jours de formation à une semaine de formation. Puis, on avait des systèmes de formation permanente. Ensuite, on a embauché quelqu'un dont le seul métier était de tourner dans toute la France pour faire de la formation continue. Donc, on a pas mal investi et on a, avec succès, parce qu'ensuite, nos équipes restaient plus longtemps et étaient plus performantes. Mais c'était un très gros enjeu qui était
l'enjeu de l'après-recrutement. Et ça a réduit beaucoup votre turnover Oui, en faisant ça? assez nettement. Ok. Assez Et nettement. Et je reviens sur ce que je te disais, les job desks, pour créer, quand on a créé Avisio avec Maxime, mon associé, de mémoire, je crois qu'on a lu 850 fiches de poste. C'était une catastrophe. Vraiment, le niveau moyen des fiches de poste est pas bon. Alors c'est souvent lié au fait que quand on recrute des gens meilleurs que soi, donc on recrute sur des métiers ou des univers qu'on connaît pas par cœur, et donc on n'est pas forcément en capacité de faire une fiche de poste idéale parce qu'on sait pas, par exemple, quand tu recrutes un gros hacker, en fait, tu sais pas très bien de quoi son métier est fait, donc c'est normal que ce soit difficile de créer une fiche de poste. Mais il faut vraiment investir sur le sujet. Il faut investir sur le sujet, il faut trouver l'information, il faut échanger avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres directeurs commerciaux, avec d'autres directeurs marketing pour créer des fiches de poste qui soient complètes parce que c'est un enjeu de transparence pour l'entreprise et pour le candidat. L'entreprise, il faut qu'elle dise exactement ses besoins, de façon à ce que le candidat sache quelle sera sa vie et son quotidien quand il rejoindra l'entreprise. À l'inverse, il faut que le candidat, il faut que le recruteur sache exactement ce qu'il doit vérifier chez le candidat pour s'assurer que c'est le bon candidat. Si tu n'as pas un travail de scorecard initial qui est poussé, important, tu vas faire des conneries. Donc, s'il y a une recommandation, c'est d'investir vraiment sur le travail préparatoire de la job description. Et justement, si tu as un conseil à donner sur la job description, qu'est-ce que ça serait? Dites-en beaucoup. Dites-en beaucoup sur comment ça va se passer, comment tu seras encadré, quelles sont les typologies de tes clients, quelles sont les caractéristiques de ton produit, quel est le stack d'outils que tu vas utiliser, quel est le type de rapport que tu entreras avec tes collègues, quel sera le mode de REM, quelles seront les conditions d'embauche, quels sont le potentiel d'évolution dans l'entreprise, quel est le plan de croissance. Il faut en dire énormément pour éventuellement éliminer les candidats pour qui ce deal-là ne va pas, Mhm. mais surtout pour que il n'y ait pas d'asymétrie d'information qui fasse que au bout de 3 mois, le candidat que tu as recruté, il réalise qu'en fait, c'était pas ça qui lui allait, c'était autre chose. Et à ce moment-là, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour tes candidats. On a quand même il faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise au sens large, on a une responsabilité sociale vis-à-vis des gens qu'on embauche. Euh, Recruter quelqu'un et le virer 3 mois plus tard, c'est un échec. Et c'est d'abord l'échec du manager. C'est Mhm. l'échec de quelqu'un qui a fait un mauvais choix et qui en plus n'a pas été capable d'assumer son choix en formant bien la personne. Donc, je suis volontairement un peu incisif sur sur le sujet, un peu dramatique sur le sujet, mais louper un recrutement, c'est grave. C'est grave d'abord pour le candidat qu'on ne garde pas, que ce soit lui qui décide de partir ou que ce soit nous qui décidions de le faire partir. Premier point. Deuxième point, louper un recrutement, c'est grave d'un point de vue financier. En moyenne, et c'est une donnée LinkedIn, un recrutement loupé, ça coûte 3,8 mois de salaire. Okay, c'est plus cher que les honoraires d'un chasseur de tête. Ça coûte vraiment très cher. Et même si tu considères que le recrutement n'est pas loupé tout de suite, c'est-à-dire si tu ne te sépares pas de la personne, j'ai discuté avec le patron de Chefing, qui est un gars très marrant qui s'appelle Théobald de Bensman, Théophile de Bensman, bref, patron de Chefing. S'il écoute, il va m'engueuler. Qui parle qui a développé un sujet qui est la dette de recrutement. Un peu Ok. comme la dette technique, mais vis-à-vis du recrutement. Et en fait, il évoque par ce terme-là les gens qui sont pas assez mauvais pour qu'on s'en sépare et pas assez bons pour que ce soit des killers dans nos équipes. Ces gens-là, en fait, ce ventre mou dans ton équipe, en fait, ça va handicaper ta boîte de façon non visible. Parce que ça, tu vois, il y a un coup d'opportunité entre avoir des moyens et avoir des tueurs qui va ralentir ta boîte comme un boulet au pied. Et cette dette de recrutement, c'est comme la dette technique quand ton premier CTO a fait un mauvais choix sur le produit, sur l'architecture, sur la tech, etc. Tu vas la traîner pendant très longtemps et c'est très difficile de la régler, cette dette. Donc vraiment, il faut investir sur le recrutement. Et donc justement, pour revenir enfin, sur ton expérience avec tes 400 recrutements, sur les 200 bons recrutements que tu as fait, comment tu fais justement un conseil pour trouver un bon candidat? Alors, il y a pas de recette magique. Ok, Euh, Première chose, il faut être clair sur sa propre stratégie. ok, Un des défauts, c'est que tu as des... Alors, reprendre au début. En France, on a un niveau moyen de culture générale du business développement qui est mauvais.
Mhm. C'est une des raisons pour laquelle tu as lancé ce podcast, c'est que tu veux essayer de populariser ce métier de commercial et de lui rendre ses lettres de noblesse. Exact. Jean-Claude Convenant a fait beaucoup de mal à l'image du commercial. En France, on n'aime pas trop les commerciaux. Tu vois, dans les pays nordiques, les commerciaux sont les mecs les plus admirés des entreprises. En France, c'est plutôt le gros lourd qui fait du bruit et qui fait chier. Donc, en moyenne, on a un niveau de culture générale qui est pas très bon chez les sales, chez les fondateurs. Les gens connaissent pas très bien le métier de sales et ils aiment pas trop vendre parce qu'on les a pas formés, ils sont pas performants. Et donc, ils attendent qu'une chose quand ils créent leur entreprise, c'est d'avoir assez de ronds pour pouvoir recruter un commercial et ne plus s'occuper de cette partie-là. C'est déjà une connerie. Parce que le fondateur doit rester le plus longtemps possible, le ou les fondateurs doivent rester le plus longtemps possible au contact avec le business et avec la voix du client. Mais si en fait, tu n'es pas très précis et tu ne sais pas exactement quelle est ta stratégie commerciale, tu ne peux pas bien recruter. Tu prends une distinction simple, grand compte SMB, cycle court, cycle long. Déjà, tu croises tout ça, tu as un potentiel d'univers vachement large. Si tu es en grand compte avec un cycle long, tu vas pas recruter les mêmes gars que si tu as un cycle court, 70% d'inbound. C'est juste pas les mêmes profils. Et donc, si toi-même, créateur d'entreprise, tu n'as pas affiné ta stratégie et tu ne sais pas pourquoi tu veux recruter, qu'est-ce que tu vas demander à ton commercial de faire, ben, en fait, ton commercial, si tu as un énorme coup de chance, il y arrivera tout seul, mais tu as quand même une forte probabilité que tu l'envoies au charbon et au carton. Parce qu'évidemment, si je recrute un commercial en disant bah, vas-y, démerde-toi, fais-moi du chiffre, tu vois, j'ai pas besoin de développer beaucoup plus pour comprendre où ça va. Donc il faut impérativement construire les rails sur lesquels tu vas lancer ton train, quoi. Et construire les rails, ça nécessite effectivement d'y avoir passé du temps, d'avoir affiné ses chiffres et d'avoir déjà une première idée de son schéma de directeur de business développement. Régulièrement, quand on est sollicité sur Avisio pour, euh, pour faire des évaluations de candidats, en sales ou sur d'autres métiers d'ailleurs, hein, et en fait, on regarde avec le client, on regarde la job desk, on discute un peu avec lui, on réalise qu'en fait, il sait pas très bien ce qu'il veut. Ne serait-ce que dans le choix de l'expert à visio qui va faire le processus, le mec sait pas trop quel expert choisir. Déjà, c'est un mauvais indice. Donc, on parle avec l'entrepreneur, on lui dit attends, tu cherches quoi comme profil? Quels sont les skills dont tu as besoin, les hard skills dont tu as besoin? Et à ce moment-là, et ça va peut-être te surprendre parce que ça, c'est un peu contre-intuitif, ça nous est arrivé de refuser des mandats au sens où on a dit à l'entrepreneur, attends, tu peux pas recruter comme ça. Euh, Passe un mois de plus, 2 mois de plus à affiner ton modèle, ton produit, ton product market fit. Mais si tu recrutes comme ça, tu vas faire une erreur de recrutement. Et mon Mhm. métier à moi, c'est de t'aider à en faire le moins possible. Alors je perds un peu de chiffre d'affaires, mais je gagne des clients pour plus tard. Ouais, c'est bien pensé justement parce que si tu fais, bah, si tu l'aides dans ce processus-là, il va faire un mauvais recrutement et après, bah, le problème, ça va être pour lui. Exactement. Du coup, comment tu fais pour gagner en objectivité sur le choix d'un candidat? Alors là tu vas me faire de faire ma pub, tant mieux, merci. Ah bah, Euh, ce qu'on a créé avec Avisio, c'est justement pour éviter le problème d'objectivité dont on parlait au début. Le principe d'Avisio, c'est de faire évaluer la partie hard skills de son process de recrutement par un expert métier extérieur à l'entreprise. Donc, par exemple, si tu recrutes ton premier commercial, ben, tu vas pouvoir le faire évaluer par Guillaume Bueninck chez Everroad, Kevin Mert chez Privatiseur, des super profils de gars qui ont 10-15 ans d'expérience dans la vente et que tu vas solliciter à la demande pour évaluer un, deux, trois candidats qui sont en shortlist dans ton processus. Ces gens-là, ils t'apportent deux choses. D'une part, ils t'apportent une incroyable technicité, puisque c'est des gens qui ont de la bouteille, et en plus qui se basent sur une méthodologie très exigeante qu'on a mise en place. Et d'autre part, donc, technicité, et d'autre part, ils t'amènent de l'objectivité. Si tu prends toute la chaîne du recrutement, depuis le chasseur de tête jusqu'au fondateur, tu réalises qu'en fait, tout le monde a plus ou moins une raison d'être biaisé. Le chasseur de tête, la plupart du temps, et c'est une mauvaise idée, on en reparlera peut-être, mais c'est une mauvaise idée, on les fait travailler au succès. Et donc, quand on les fait travailler au succès, il va te présenter une shortlist de 3 candidats, il a quand même envie que parmi les 3, il y en a un qui soit choisi.
parce que sinon il a pas son mandat. Le RH, bah, lui aussi, son plan de recrutement, il est toujours pour hier et il est souvent objectivé sur son plan de recrutement. Le manager, bah, sa prod, elle est pour hier, donc s'il a un poste vide, c'est du chiffre qui rentre pas. Donc tu vois, tout au long de la chaîne, tout le monde a une raison d'être pas objectif, d'être subjectif. À l'inverse, un expert métier extérieur à la boîte, bah, stricto sensu, il s'en fiche un peu. C'est pas son entreprise, c'est pas son candidat, c'est pas son équipe, et on lui demande pas d'évaluer le soft skill. Donc la seule chose qu'il a à faire et sur lequel il peut être extrêmement focalisé, concentré et rigoureux, c'est ce professionnel de la vente, ce commercial, qu'est-ce qu'il vaut d'un point de vue purement métier? Est-ce qu'il est bon en prospection, bon en closing, bon en égo, bon en traitement d'objection? Et en fait, tu réalises que quand tu fais cet exercice-là, en étant dépollué de tout ce qui n'est pas professionnel, en fait, tu es bien meilleur et donc tu es bien plus objectif. Ok, et du coup, ça fait vraiment la différence, j'imagine, sur les recrutements dans Bien lesquels sûr. vous allez. On est nous-mêmes assez surpris à la fois de la vitesse à laquelle ça prend, mais aussi parfois de la réaction des clients. Dans les clients qu'on a, parfois on a des vraies surprises sur la confiance que nous font les clients. Pas plus tard qu'hier, on a, il se trouve que c'était un copain de mon associé qui a monté une boîte très chouette, dont je donnerai pas le nom, et qui nous contacte en lui disant il y a un gars vraiment super, j'ai très envie de le recruter, mais comme c'est pour l'ouverture d'une nouvelle BU, je veux pas me planter, ça t'ennuie pas de lui faire une évaluation. On lui propose un expert, l'expert lui fait un cas, l'expert le voit en entretien et rend un audit de compétences. L'audit de compétences était catastrophique. C'est juste, ça fitait pas du tout. Mhm. Visiblement, le gars était un commercial un peu à l'ancienne, pas du tout assez technique, pas du tout assez rigoureux, pas assez organisé, etc. Donc sur la partie métier, les savoir-faire techniques, ça n'allait pas. Eh ben, moi j'ai été impressionné par l'honnêteté intellectuelle de ce fondateur, ce client, qui a qui avait très envie de recruter ce mec, mais qui l'a pas recruté parce qu'un expert extérieur lui a dit bah désolé, il a pas les skills. Ça nécessite quand même de nous faire vachement confiance et nous, ça nous motive énormément au quotidien de se dire il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit rigoureux, on n'a pas le droit de se planter parce qu'il y a des gens qui vont s'appuyer sur nous pour prendre leurs décisions et ça, c'est vraiment super, super valorisant. Ok, et justement, toi, tu fais comment pour apprendre en continu sur le recrutement? Tu consommes du contenu? La bonne nouvelle, c'est que j'en fais plus. Ok. Euh, Enfin, parce que avant. Ouais, précisément, tu vois, même mon associé, je l'ai fait passer à la moulinette de mes experts métiers ok. pour être le plus objectif possible. Euh, En fait, chez Hoist, le fondateur qui s'appelait Julien Foussard, qui est quelqu'un de très très exigeant Mhm. sur le recrutement, m'a obligé à faire voir mes candidats par quelqu'un d'autre que moi. Et ça vient aussi un peu de là l'idée d'Avisio au départ, Ok. c'est de réaliser que au début j'ai été vexé par cette obligation. Mon CEO qui me disait, je ressentais ça un peu comme une insulte vis-à-vis de mes propres capacités de manager. T'es Mhm. gentil Julien, mais recrutement je sais faire. En vrai, c'est lui qui avait la bonne idée, parce qu'à partir du moment où tu entends dans la bouche de quelqu'un le recrutement, je sais faire, j'ai du nez, j'ai de l'intuition, c'est la première étape vers une erreur. Et donc le fait de lâcher un peu prise, de lâcher un peu son orgueil, ça c'est un premier pas vers l'amélioration continue. Ne pas se faire trop confiance, c'est une bonne règle à avoir dans le recrutement. S'il y en a une qu'il faut garder de cette discussion, c'est de vous faites pas trop confiance. Et justement, chez Hoist, c'était une personne extérieure à la boîte qui t'aidait sur ça ou c'était une autre personne? C'était des gens du board. Ok. On sollicitait des gens du board. Ok. Bah, là, on arrive justement sur la fin de l'entretien. Donc, on va terminer avec juste une dernière question. Enfin, c'est plus un défi. Pour ceux qui nous écoutent, justement, c'est si tu as un défi, un changement, une action, une pratique à faire cette semaine, qu'est-ce que ça serait pour qu'ils puissent s'améliorer? Alors, redis-moi, les gens qui vont écouter, Mhm. je, leur- je donne un défi aux gens qui vont nous écouter. Exactement. T'aurais pu m'envoyer en amont, celle-là, elle est dure. Regardez votre agenda de la semaine dernière, tout ce que vous avez fait, et demandez-vous, est-ce que tout était prioritaire?
Vous prenez avec le plus d'objectivité possible tout ce qui n'était pas prioritaire et vous le remplacez par des choses prioritaires. Et vous reproduisez ça sur la semaine prochaine. Et après, vous regardez la différence. Il y a la raison pour laquelle je propose parfois cet exercice à des commerciaux, c'est pour leur faire réaliser à quel point on est assez facilement prisonnier et un peu victime de son agenda. Or, son agenda, c'est la meilleure façon de piloter son business en fonction des priorités de l'entreprise. Si cette semaine, la priorité, c'est le closing, pourquoi est-ce que je vois 2 heures de phase de prospection? Ça n'a rien à foutre là. Inversement, si le manager a dit les gars, ce mois-ci c'est marge, pourquoi je vois un upsell à la baisse où j'ai passé 2 heures à faire un upsell à la baisse? Dites-vous que votre premier outil de travail, c'est votre agenda, votre temps de travail. Donc prenez votre agenda et remplacez tout ce qui n'est pas prioritaire par des choses prioritaires et vous allez voir la différence est folle. Ok. Bah, franchement, c'était super cool de t'avoir reçu sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Plein, c'est un sujet que j'aime bien traiter, donc mais en tout cas c'était chouette de discuter. Merci de tes questions et n'hésitez pas à venir discuter avec moi ou avec Max, mon associé, soit sur vos sujets de recrutement, soit sur vos sujets de bizdev. On a plein de choses à se dire. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!